Je me suis associé à mon oncle pour le commerce de gros de produits de la mer. Nous avons réalisé un bénéfice net de 2,85 millions sur l'année. Au moment du partage des dividendes, il ne m'a jeté que 120 000. Le stand est à lui, mais c'est moi qui ai avancé le capital. Tu n'as fait que fournir un peu d'effort, 120 000, ce n'est déjà pas si mal. Je n'ai pas dit un mot. Même pas une fraction de ce que représentait réellement ma part, j'ai tout mis dans ma poche. Très bien. J'écouterai ce que tu dis. Il pense que je suis stupide et que je continuerai à servir de main-d'œuvre bon marché. Il ignore que, avec cet argent, je viens de louer le grand entrepôt frigorifique juste en face. En voyant son visage devenir livide, j'ai abaissé le rideau de fer. Désormais, chacun fera ses affaires de son côté. On raconte que ce soir-là, fou de rage, il est resté toute la nuit à son stand et a fini par fracasser sa calculatrice. Aïe, le chiffre de l'année est de 2,85 millions, sur 365 jours. On travaillait en roulement, sans jamais s'arrêter, en surveillant les bassins de fruits de mer. Le chiffre d'affaires total dépassait les 5 millions. Le bénéfice net atteignait presque 2,9 millions, donc 2,85 millions est le bon chiffre. Le stand est à lui, j'ai avancé le capital, et c'est moi qui ai démarché les grands restaurants. Tu n'as fait que fournir un effort. Il m'a regardé et a poursuivi, ne me regarde pas comme ça. Si je prenais un manutentionnaire à l'extérieur, 10 000 par mois suffirait largement, et je devrais en plus le loger, le nourrir et payer ses charges. Ces 120 000, c'est ce que tu as pu épargner, c'est déjà bien, sans compter les pertes, les avaries et les créances à recouvrer. C'est moi qui m'occupais de tout, rien que pour réparer ces vieux réfrigérateurs cette année. J'en ai eu pour plus de 30 000. Il a raison, le capital du stand est à lui. Mais sur ces 2,73 millions restants, combien ai-je gagné en m'abîmant les yeux et en risquant ma peau? Il ne les compte jamais. J'ai répondu, d'accord, comme tu voudras. Aïe, ne te prends pas la tête. Demain, le premier jour de l'année, un lot de homards d'exception arrive au port, le prix est intéressant. Va au port de bonne heure. Je ne suis pas rentré chez moi, avec ces 120 000 en poche. J'avais peur que ma mère me demande combien j'avais gagné avec mon oncle cette année, et comment le partage s'était fait. Je ne pouvais pas dire que c'était 328 par jour, au début de notre association. Il m'avait dit, aïe, nous sommes de la même famille, on partagera les bénéfices équitablement. Si j'ai de quoi manger, tu auras de quoi manger. Avant la nouvelle année, il parlait de partage équitable. Après, il disait que je n'avais fourni qu'un effort. J'ai fixé ce chiffre longtemps. Voilà la valeur de mon année. À travailler comme un acharné. Il ne dit pas que le stand est à lui? Eh bien, je vais en monter un à moi. J'ai appelé le responsable de la gestion du marché. Pour cet entrepôt frigorifique de 500 mètres carrés en face, le loyer et la caution. Ça ne coûtait que 120 000 au minimum. Je connaissais déjà parfaitement tous les petits détaillants. 3 jours au plus pour signer le contrat, je pouvais ouvrir avant la nouvelle année. Ce soir-là, j'ai posé l'argent sur le bureau du responsable. Le contrat signé dans la foulée, au moment où j'ai tenu les clés de l'entrepôt en main. J'ai su que mon destin n'était plus entre les mains des autres. Le premier jour de l'année, à 4 heures du matin. Le vent était glacial au port, j'étais arrivé 2 heures avant l'horaire habituel. À peine le bateau arrivé. Je me suis précipité. Vieux âne, je prends tout le lot de homards, paiement comptant immédiat. Le capitaine était stupéfait, aïe, ton oncle n'avait pas déjà prévenu? J'ai sorti une liasse de billets, je travaille pour mon compte maintenant, je paie 5% plus cher. Je m'occupe de tout, de l'inspection au déchargement, vous n'aurez pas une minute à attendre. Le capitaine m'a regardé. Silencieux pendant quelques secondes. Quand mon oncle est arrivé sur le quai, ce lot de homards d'exception était déjà chargé dans mon camion frigorifique. Il est resté debout sur le quai désert, le visage livide. Aïe, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fermé la porte du camion, oncle, tu ne l'as pas dit toi-même? Chacun selon ses capacités. C'est le premier jour de l'année, je veux bien commencer. Le moteur a démarré. Dans le rétroviseur, la silhouette de mon oncle devenait de plus en plus petite. Je savais que le fossé entre lui et moi était définitivement creusé. Une fois les homards arrivés à l'entrepôt, j'ai passé la nuit à les trier. La marchandise était de très grande qualité. Chacun pesait plus de 750 grammes, les pinces étaient pleines et les antennes intactes. J'ai envoyé un message au groupe des détaillants. En moins d'une demi-heure, plus d'une dizaine de personnes s'étaient rassemblées devant l'entrepôt. C'étaient mes contacts de l'année. Chaque fois qu'ils avaient des difficultés, je les avais aidés. Je me souvenais parfaitement de chaque faveur. Sans même inspecter la marchandise, ils ont passé commande. J'ai vendu au prix du marché, sans majoration ni stockage inutile. En 2 heures. Tout le lot était liquidé, avec un bénéfice net de 43 000. Mon premier capital était récupéré. L'entrepôt frigorifique JC Food est officiellement ouvert, à 10 heures du matin, l'oncle m'appelle. Je ne réponds pas, et immédiatement après, la nouvelle se répand sur le marché. Aïe s'est brouillé avec son oncle et a ouvert son propre étal. Son oncle a lancé un ultimatum. Quiconque ose faire des affaires avec Aïe ne pourra plus s'approvisionner auprès de lui. Offenser l'oncle. Comment survivre sur ce marché? Dès midi, des détaillants commencent à annuler leurs commandes par téléphone. Leur ton est embarrassé, ils disent avoir des problèmes personnels et ne plus vouloir se réapprovisionner pour le moment. Je comprends la situation, je ne dis rien de plus et rembourse intégralement les acomptes. À 15 heures,
l'oncle arrive avec plusieurs propriétaires d'anciens étals du marché et bloque l'entrée de mon entrepôt frigorifique. Il pointe son doigt vers moi, me traitant d'ingrat, affirmant qu'il m'a sorti de la campagne. Qu'il m'a appris le métier main dans la main, et que je lui rends le mal pour le bien. Les curieux s'attroupent. Tous là pour le spectacle. Je ne discute pas des 120 000 en question, je lui demande simplement calmement ce qu'il vient faire. L'oncle est coupé net, finit par lâcher des menaces, disant que les capitaines de naviraient. Les gros clients du marché n'oseront pas commercer avec moi, et me dit de me préparer à mettre la clé sous la porte. Il fait demi-tour, les autres propriétaires suivent, et la foule de curieux se disperse lentement. Des chuchotements fusent de toutes parts. Je reste debout devant l'entrepôt, regardant leur dos. Sans la moindre émotion. J'ai passé un an à me démener sur ce marché, quel bateau accoste à quelle heure. Quel détaillant a besoin de quel produit, je le sais mieux que quiconque. L'oncle pense avoir coupé mes vivres. Mais il ignore que les vraies relations se gagnent avec le cœur, et ne se maintiennent pas par la menace. Le soir même, j'installe mon enseigne, vente en gros de produits de la mer Régie. Les 5 grands caractères font face à l'étal de l'oncle. Particulièrement aveuglant sous l'éclairage nocturne. J'affiche aussi une annonce à l'entrée du marché pour recruter un manutentionnaire. Avec un salaire mensuel de 12 000, logement et nourriture inclus, et assurance complète. Prime de fin d'année si le travail est bien fait. Le lendemain matin, un jeune nommé Xiaolin vient se présenter. Il vient juste de quitter son village pour travailler, son regard porte la même soif que le mien à l'époque. Je regarde ses mains. Pleines de callosité, c'est quelqu'un qui sait travailler dur, je l'embauche sur le champ. Et lui demande de commencer l'après-midi même. Une fois Xiaolin parti, je reste dans l'entrepôt pour faire l'inventaire. Le compresseur rugit, les chiffres de température restent stables à -5 degrés. Je fixe l'étal de l'oncle en face, il est illuminé, les gens vont et viennent. Les affaires semblent florissantes. Mais je sais que sans moi, ces vieilles machines frigorifiques ne tiendront pas longtemps. L'été dernier, lors des fortes chaleurs, il ne savait que compter. Se concentrer sur les relations. Je sors mon téléphone, j'ouvre mon répertoire, où sont enregistrés les numéros d'une douzaine de capitaines de ports extérieurs, rencontrés lors de mes tournées cette année. L'oncle pense qu'en coupant mes sources locales, il pourra m'asphyxier, il ne sait pas. Que cet océan est vaste, et qu'il n'y a pas qu'un seul port. Devant l'entrepôt. La nuit tombe, je baisse le rideau métallique et je ferme à clé. Demain à 3 heures du matin, je dois prendre la route pour le port de Nangang à 200 km. Où un capitaine a accepté de me réserver un lot de produits frais surgelés. Le 3e jour après l'ouverture. Ma mère arrive. Elle est debout devant l'entrepôt avec un récipient isotherme, ses cheveux ont encore blanchi de quelques mèches depuis le nouvel an. Je suis en train de faire l'inventaire avec Xiaolin, quand je la vois, le registre manque de tomber de mes mains. Ma mère ne dit rien, elle pose simplement le récipient sur la table, à l'intérieur, c'est ma soupe de travers de porc préférée. Elle regarde autour d'elle, contemple cet entrepôt de 500 mètres carrés, regarde l'enseigne et JC Food au mur. Les yeux embués. Je demande à Xiaolin de s'occuper de ses affaires et apporte une chaise à ma mère. Elle s'assoit, reste silencieuse un long moment, puis finit par me demander si je me suis vraiment brouillé avec mon oncle. Je hoche la tête sans répondre. Ma mère soupire. Et dit qu'hier, l'oncle est passé à la maison, a pleuré devant elle pendant 2 heures, disant que je suis ingrat. Que pendant un an, il s'est épuisé à m'emmener avec lui, pour qu'au final je lui vole ses affaires et coupe son approvisionnement. Disant que c'est pour l'acculer à la faillite. Ma mère dit, ton oncle m'a demandé de te convaincre. De vendre l'entrepôt et de retourner travailler avec lui, il promet d'augmenter ta part des bénéfices. Pour te donner 200 000 par an. J'écoute sans répondre, je sors simplement une pochette de documents du tiroir. Et l'attends à ma mère. À l'intérieur, il y a le compte-rendu de mon travail sur l'année, chaque bon de livraison. Chaque facture de réparation, chaque relevé d'appel pour réclamer les paiements, ainsi que ces quelques. Journal de maintenance de la chambre froide. J'ai marqué les points importants en rouge, en juillet dernier. La panne du compresseur de l'unité numéro 3. J'ai veillé 36 heures d'affilée pour réparer, tandis que mon oncle jouait au mahjong dans une pièce climatisée. En septembre, un restaurant avait 150 000 de dettes. J'ai passé 15 jours à courir après pour récupérer l'argent. Mon oncle a dit que c'était mon travail. En novembre, livraison à 2 heures du matin. J'ai déchargé 3 tonnes de fruits de mer tout seul. Mon dos m'a fait souffrir pendant un mois et mon oncle n'est venu faire les comptes que le lendemain. Ma mère feuilletait ses factures, ses mains ont commencé à trembler. Je lui ai dit que 365 jours par an. Mon oncle et moi travaillions par roulement, mais en réalité, 80% du travail. C'était moi qui le faisais. Chiffre d'affaires de plus de 5 millions, bénéfice net de 2 850 000, et mon oncle me donnait 120 000. Il disait que je ne faisais que fournir de la force physique. Ma mère a pleuré. Elle a pris les documents et les a ramenés à la maison. Elle s'est levée, sans rien dire, et est partie. Je savais où elle allait. À 16 heures, des cris ont retenti sur le marché. Ma mère bloquait l'entrée du stand de mon oncle, exigeant devant tout le monde de savoir combien de travail AI avait réellement fourni en un an. Comment ces 120 000 avaient-ils été calculés? Mon oncle est resté bouche bée. Il ne connaît pas la gratitude. Le stand est à moi, le capital est à moi, pourquoi aurait-il besoin d'autant? Après l'avoir écouté, ma mère a ricané. Elle a dit, quand tu as ouvert ce stand, les 50 000 du capital de départ, c'est moi qui te les ai prêtés. Te souviens-tu de cette dette? AI a travaillé pour toi pendant un an,
tu ne lui as même pas versé un salaire décent. À la fin de l'année, tu le renvoies avec 120 000. As-tu une conscience? Le visage de mon oncle est devenu rouge écarlate. Il voulait répliquer mais ne trouvait pas ses mots. Ma mère est partie, en passant devant mon entrepôt frigorifique. Elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé, sans reproche dans les yeux. Seulement de la compassion et une approbation tacite. Elle a dit 4 mots, travail dur, mon fils. Ce soir-là, Xiaolin a officiellement commencé. Je lui ai appris à inspecter la marchandise. Comment trier, comment juger la fraîcheur des fruits de mer. Elle apprenait très sérieusement. Tout en prenant des notes, elle posait des questions. Je la regardais. Et je me suis souvenu de moi un an auparavant. À cette époque, j'étais comme elle, je pensais qu'il suffisait de travailler dur. Et que mon oncle me traiterait avec sincérité. Maintenant, j'ai compris, dans ce monde. Seul son propre stand est vraiment fiable. 11 heures du soir. Le stand de mon oncle, en face, était encore éclairé. À travers la vitre, je le voyais assis là, seul, perdu dans ses comptes. La machine frigorifique à côté de lui émettait un bruit étrange, l'affichage de la température oscillait. J'ai détourné le regard. J'ai verrouillé la porte de l'entrepôt. Demain, j'ai une nouvelle livraison, je ne peux pas me permettre de traîner. 5e jour d'ouverture, mes sources d'approvisionnement ont été coupées. 4 heures du matin. Je suis allé au quai comme d'habitude pour réceptionner la marchandise. Le bateau de Lausanne était à quai, mais quand il m'a vu, il a secoué la tête. Il a dit, aïe, je suis vraiment désolé. La marchandise d'aujourd'hui a été entièrement réservée par ton oncle. Le prix est 20% plus cher que le cours du marché. J'étais stupéfait. Je suis allé voir d'autres capitaines, mais après avoir fait le tour, tout le monde m'a donné la même réponse. Mon oncle s'était associé avec plusieurs autres grands stands du marché pour accaparer toutes les sources d'approvisionnement locales. Avec un prix supérieur de 20%, mon oncle voulait m'étouffer. Je suis resté sur le quai désert, regardant les cargaisons de fruits de mer être emportées. Ma cigarette s'était consumée jusqu'au bout. De retour à l'entrepôt, Xiaolin m'attendait. En voyant que je revenais les mains vides, une inquiétude est apparue sur son visage. Je n'ai rien dit, je lui ai juste demandé d'aller se reposer, et je me suis assis seul dans le bureau. J'ai feuilleté mon répertoire. Si l'approvisionnement local est bloqué, alors j'irai ailleurs. Je me suis souvenu qu'il y a 2 mois, pendant mes tournées, sur le nouveau quai du Sud, j'avais fait la connaissance d'un capitaine nommé Shen. Sa cargaison à l'époque ne se vendait pas bien. La qualité était bonne, mais les pièces étaient petites. Les grossistes locaux ne voulaient pas les prendre. Je l'ai aidé à analyser le marché. Je lui ai suggéré de baisser le prix et de passer par le canal de vente au détail. En 3 jours, il avait écoulé son stock. Lao Shen avait alors dit, aïe, si tu as besoin de quelque chose un jour, n'hésite pas, j'ai composé le numéro de Lao Shen. Le téléphone a sonné longtemps avant qu'il ne réponde. La voix de Lao Shen était ensommeillée. J'ai expliqué mon cas directement, lui demandant s'il avait de la marchandise. Je prenais tout, paiement comptant. Lao Shen a gardé le silence quelques secondes et a demandé si j'avais des problèmes. Je ne lui ai rien caché. Je lui ai raconté comment mon oncle avait bloqué mon approvisionnement. Après avoir écouté, Lao Shen a lâché une grossièreté, disant qu'une telle avidité était vraiment méprisable. Il m'a dit d'attendre des nouvelles et à raccrocher. Le jour s'est levé. Je ne suis pas rentré dormir, j'ai pris la voiture direction le quai Sud. 3 heures de route sans m'arrêter, je suis arrivé au quai Sud à 10 heures du matin. Le vieux Shen m'attendait déjà, à côté de lui, un camion frigorifique était stationné, chargé de fruits de mer tout juste déchargés. Le vieux Shen m'a fait vérifier la marchandise, c'était des mérous léopards et des crabes velus fraîchement débarqués. Bien que la taille ne soit pas exceptionnelle, la fraîcheur était excellente, les branchies étaient rouges vifs et les pattes des crabes étaient fermes. J'ai décidé sur le champ de tout prendre et j'ai effectué le virement de 180 000 sur place. En voyant la notification de réception, le vieux Shen m'a tapoté l'épaule et a dit, aïe, tu as du cran, mon garçon. Quelqu'un comme ton oncle finira par couler. À l'avenir, tu auras la priorité sur mes stocks. J'ai discuté longuement avec le vieux Shen. Il m'a expliqué que le quai Sud venait tout juste d'être développé et que beaucoup de grossistes locaux ne connaissaient pas encore cette voie. L'approvisionnement y est stable. Les prix sont inférieurs de 10% à ceux du Nord, et les capitaines de navires sont des gens honnêtes qui ne jouent pas avec les apparences. J'ai été rassuré. Mon oncle pensait pouvoir m'étouffer en verrouillant le quai local, sans savoir que l'océan est vaste. Et qu'il n'y a pas qu'un seul quai. J'ai ramené le camion frigorifique plein au marché. Xiaolin m'attendait déjà devant l'entrepôt. En voyant le camion, ses yeux se sont illuminés. Nous avons déchargé toute la nuit. Trié et mis sous glace. Bien que le calibre de ces mérous et crabes ne soit pas de première qualité, ils avaient l'avantage d'être frais et coûtaient 5% moins cher que les prix du marché. J'ai appelé quelques anciens clients, après avoir vérifié la marchandise, ils ont passé commande sur place. À 10 heures du soir, plus de la moitié du stock était écoulé, pour un chiffre d'affaires de 150 000. Le lendemain matin, j'ai repris la route pour le quai Sud. Cette fois, le vieux Shen m'a présenté 2 autres capitaines de haute mer, avec des approvisionnements encore plus stables. J'ai discuté d'un partenariat avec eux, en promettant que tant que la qualité serait au rendez-vous, je paierais tout au comptant, sans jamais traîner sur les paiements. Les 3 capitaines ont délibéré et ont fini par accepter. Le capitaine Wang, l'un d'entre eux, a dit « Aïe, tu es si jeune et tu oses te lancer seul. C'est courageux. Pour nous autres marins,
La parole donnée est primordiale. Si tu maintiens toujours le paiement comptant, nous te donnerons la priorité sur nos cargaisons. Je leur ai serré la main à tous, le poids sur mon cœur s'est enfin envolé. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de Xiaolin. Il m'a dit que mon oncle était venu devant l'entrepôt aujourd'hui. Tournant en rond plusieurs fois, nous regardant décharger, le visage particulièrement sombre. Il y avait même des détaillants qui venaient demander d'où venait notre marchandise et pourquoi nos prix étaient plus bas que ceux du marché. J'ai raccroché en regardant le paysage défiler par la fenêtre. Mon oncle pensait qu'en faisant monter les prix locaux, il pourrait me pousser à partir, sans savoir que plus il me bloquerait, plus mon chemin s'ouvrirait. Une fois l'approvisionnement du quai sud stabilisé, mon coût de revient devenant inférieur au sien de 10%, mon avantage tarifaire deviendrait immédiat. Le moment venu, ce n'est pas moi qui serais asphyxié. Une fois l'approvisionnement du quai sud stabilisé, mon commerce d'entrepôt frigorifique a commencé à décoller. Pendant une semaine, je suis parti chaque jour à 3 heures du matin pour chercher la marchandise au quai sud, et je revenais systématiquement au marché avant 10 heures. Grâce à la grande fraîcheur des produits et à des prix inférieurs de 10% au local, les détaillants ont mordu à l'hameçon et les commandes ont afflué. Le 10e jour, le vieux chêne m'a appelé pour me dire qu'il voulait discuter d'une affaire. Je suis allé le voir le jour même. Il m'a emmené dans un petit restaurant près du quai. Il a commandé quelques plats, a versé 2 verres d'alcool et est allé droit au but. Aïe. Je vois que tu es quelqu'un de confiance. Je veux signer un contrat d'approvisionnement exclusif avec toi. J'ai posé mes baguettes. Le regardant, le vieux chêne a poursuivi, il y a 5 bateaux qui opèrent ici au quai sud. Le vieux Wang, le vieux Zhao et moi-même, nous 3, contrôlons la moitié du volume. En observant ces derniers temps, j'ai vu que tu paies toujours au comptant, que tu es professionnel lors de l'inspection et que tu n'es jamais difficile. Nous en avons discuté, nous sommes prêts à te fournir en priorité, mais à une condition. Tu dois garantir un achat hebdomadaire d'au moins 200 000, et en échange, nous te ferons un prix inférieur de 5% à celui des autres. J'ai fait le calcul. Un volume de 200 000 est une pression non négligeable pour moi en ce moment. Mais obtenir l'exclusivité, c'est tenir la clé de l'approvisionnement. Mon oncle verrouille le quai local en montant les prix. Et moi, j'obtiens les prix les plus bas au quai sud. Entre les deux, mon avantage devient immédiatement évident. J'ai serré la main du vieux chêne et nous avons signé l'accord sur place, pour une durée de 3 mois. Je garantis 200 000 de volume hebdomadaire, ils garantissent la stabilité de l'approvisionnement et les meilleurs prix. Après la signature, le vieux chêne a évoqué une autre chose, il a dit que récemment, quelqu'un avait cherché des contacts. Ils se sont renseignés sur mes fournisseurs, proposant des prix élevés pour tenter de détourner ma chaîne d'approvisionnement. Le vieux chêne m'a dit, aïe, dans les affaires, la réputation est primordiale. Tu es loyal envers nous, nous ne ferions jamais une chose aussi déloyale, mais tu dois rester vigilant. Ton oncle est dans le métier depuis longtemps ici, il ne reculera devant aucun moyen. J'ai hoché la tête. Ayant pris note de cela, je suis retourné au marché, il était déjà 21 heures. Xiaolin était encore dans la chambre froide à organiser les marchandises. En me voyant arriver, il s'est précipité vers moi. 3 clients de détail sont venus passer commande aujourd'hui, et un restaurateur veut discuter d'un partenariat à long terme. Le lendemain matin, je me suis rendu dans ce restaurant, dont le patron s'appelle Li. Âgé d'une 40aine d'années, il possède 2 chaînes de restaurants dans la ville et consomme une grande quantité de fruits de mer chaque jour. Il m'a confié qu'il se fournissait auparavant chez mon oncle, mais qu'il avait remarqué une augmentation du taux de perte dû aux poissons morts. Il s'est plaint plusieurs fois sans succès. Je l'ai emmené à la chambre froide pour inspecter les marchandises, Monsieur Li était très minutieux. De la couleur des houilles à la clarté des yeux, il a tout vérifié avant de hocher la tête. Il a confirmé que la qualité était bonne et m'a demandé si je pouvais garantir un approvisionnement stable. Je lui ai montré mon contrat d'exclusivité. Avec Nanmatou. Après l'avoir lu, Monsieur Li a pris sa décision sur le champ. Il a déclaré que désormais, les fruits de mer pour ces 2 restaurants proviendraient de chez moi, soit un volume d'au moins 50 000 par semaine. Après le départ de Monsieur Li, j'ai allumé une cigarette devant la porte de la chambre froide, en face, au stand de mon oncle. Il était en train de se disputer avec quelqu'un, à voix haute, ce que je pouvais voir à travers la vitre. Il y avait des caisses de poissons morts sur le sol, la température était instable et beaucoup de marchandises avaient été perdues. Je n'ai rien dit, me contentant de regarder en face. Je connaissais trop bien ces machines frigorifiques. Le compresseur de la machine numéro 3 est vétuste et doit être vérifié toutes les 4 heures, et le condenseur de la numéro 2 est fissuré. En été, dès que la charge augmente, les fuites de fréon sont fréquentes. Je maîtrisais ces défauts, ce qui m'avait permis l'an dernier de maintenir le taux de mortalité des poissons en dessous de 3%. Mais mon oncle ne comprend rien à cela, il ne sait que faire des comptes. Il ne sait que jouer de ses relations, sans connaître le tempérament de ses machines. Sans moi. Son stand est comme une machine à qui il manque des pièces, elle semble fonctionner en apparence. Mais elle est en train de s'effondrer. Ce soir-là, le chiffre d'affaires quotidien de mon entrepôt a franchi pour la première fois la barre des 100 000. Xiaolin, tout excité, m'a montré le registre et m'a dit, « Patron, on sera certainement rentable ce mois-ci. » En regardant les chiffres, je suis resté calme. 100 000, ce n'est rien pour mon oncle, à son apogée, il faisait 300 000 par jour. L'approvisionnement de Nanmatou est stable. Les gros clients commencent à s'accumuler, la prochaine étape est de grignoter peu à peu les parts de marché de mon oncle. À minuit,
Les lumières du stand d'en face étaient toujours allumées. Mon oncle était assis là, seul. Hébété devant un tas de poissons morts. Le réfrigérateur à ses côtés émettait un bruit strident et la température sur l'écran oscillait follement. J'ai baissé le rideau métallique et verrouillé l'entrepôt. À 3 heures du matin demain. Il y a une cargaison de crabes royaux à récupérer à Nanmatou. 3 semaines après la signature de l'accord d'exclusivité, mon chiffre d'affaires quotidien dépassait régulièrement les 120 000. Cet après-midi-là, le vieux chêne m'a appelé, le ton grave. Il m'a dit que quelqu'un l'avait contacté en proposant 20% de plus que moi pour racheter l'exclusivité de l'approvisionnement de Nanmatou. C'était Lao Liu, l'allié le plus proche de mon oncle au marché. J'ai eu un pincement au cœur. Comprenant que mon oncle passait aux choses sérieuses. Le vieux chêne a ajouté, aïe. Ce prix est très tentant, mais nous en avons discuté. Dans les affaires, la parole compte. Le contrat n'a que 3 semaines, nous ne pouvons pas revenir dessus. Je t'appelle pour te prévenir. Ton oncle a mis le paquet cette fois. J'ai remercié le vieux chêne et suis allé à Nanmatou en voiture le soir même. Les 3 capitaines de navire étaient là, je les ai invités à dîner. Je n'ai pas évoqué la surenchère. Nous avons juste parlé de la difficulté de la pêche en mer et de l'état du marché. Lao Wang a dit que son fils entrait à l'université l'an prochain. Et qu'il lui manquait encore une partie des frais de scolarité. J'ai immédiatement déclaré, frère Wang. Je prends en charge les frais, considérez cela comme un paiement anticipé qui sera déduit des prochaines livraisons. Lao Zhao a dit que sa femme était hospitalisée et qu'il était à court d'argent, je lui ai immédiatement transféré 50 000. En disant que c'était pour une urgence et qu'il n'y avait pas d'urgence pour le remboursement. Les 3 capitaines m'ont regardé. Avec une lueur nouvelle dans les yeux. Le vieux chêne a levé son verre et a dit, aïe. Tu es un homme de parole, peu importe ce que propose ton oncle, nous ne changerons pas d'avis. En trinquant avec eux, je me suis senti rassuré. De retour au marché, tard dans la nuit. Je suis resté assis dans mon bureau à réfléchir, la source de Nanmatou est sécurisée, mais mon oncle ne s'en tiendra certainement pas là. Si on ne chasse pas ce vieux capitaine, il finira forcément par frapper ailleurs, et comme prévu. Des rumeurs ont commencé à circuler sur le marché, disant que ma marchandise provenait de la contrebande et n'avait aucun certificat sanitaire. Certains disaient que mon entrepôt frigorifique n'était pas aux normes et risquait d'être scellé à tout moment, et d'autres encore que j'étais lié au capitaine. L'instabilité des stocks, ces rumeurs étaient si crédibles que des clients ont rapidement appelé pour vérifier. Je n'ai pas paniqué, j'ai directement pris en photo le certificat sanitaire du quai, la licence de l'entrepôt, et tous les contrats de fourniture pour les envoyer dans le groupe des clients. Les rumeurs se sont effondrées d'elles-mêmes, mais mon oncle n'a pas arrêté. L'administration du marché est soudainement venue inspecter l'entrepôt, disant avoir reçu un signalement sur la non-conformité de mes équipements de réfrigération. Ils exigeaient une fermeture pour mise aux normes. J'étais préparé, avant l'ouverture. Tous les équipements avaient été installés selon les standards les plus élevés, en matière sanitaire, de sécurité incendie et environnementale. Les inspecteurs ont fouillé pendant 2 heures, sans trouver le moindre défaut, et sont finalement repartis penauds. Une fois les inspecteurs partis, Xiaolin a baissé la voix, patron, quelqu'un a vu que c'était votre oncle. Qui avait fait le signalement à l'administration? J'ai hoché la tête, je m'attendais à ce genre de tactique. L'après-midi même, le chiffre d'affaires quotidien de mon entrepôt a dépassé les 150 000, dépassant officiellement celui de mon oncle. La nouvelle s'est répandue sur le marché, tout le monde disait, ce petit AI a vraiment réussi. Le soir, devant l'étal de mon oncle, un groupe de créanciers s'était rassemblé pour réclamer leur dû. Pour bloquer mes approvisionnements, mon oncle avait acheté les stocks des quais locaux à prix d'or durant cette période. Et s'était allié à d'autres étals pour faire monter les prix, sa trésorerie commençait à être tendue, et le taux de poissons morts restait élevé. Les clients fuyaient, sa situation devenait de plus en plus précaire. Xiaolin m'a dit. Le réfrigérateur numéro 3 de votre oncle est encore tombé en panne aujourd'hui, toute une caisse de crabes royaux est morte. Une perte d'au moins 80 000. Cette machine numéro 3, je la connais trop bien, l'été dernier. Quand elle a eu son premier problème, j'ai veillé 36 heures pour la réparer. Je connais chaque pièce, chaque caprice. Mais maintenant, ce n'est plus ma responsabilité. Le soir même, monsieur Li a appelé pour dire qu'un ami voulait aussi s'approvisionner chez moi. C'était le propriétaire d'une autre chaîne de restaurants en ville, pour au moins 70 000 par semaine. J'ai promis d'aller le voir le lendemain. Après avoir raccroché, je suis resté devant l'entrepôt. La lumière de l'étal d'en face était encore allumée. À travers la vitre, je pouvais voir mon oncle, seul, assis là, avec une pile de factures devant lui. Ses cheveux semblaient avoir encore blanchi et sa silhouette paraissait particulièrement solitaire. J'ai détourné le regard. Fermé l'entrepôt à clé. Demain, une livraison de grands poissons jaunes sauvages arrive, les clients ont déjà réservé pour 200 000. Sur le marché, on commençait à chuchoter que l'étal de l'oncle ne tiendrait plus très longtemps. Ces vieux réfrigérateurs tombaient fréquemment en panne, le taux de perte atteignait 15%, et beaucoup de clients fidèles commençaient à se tourner vers moi. Xiaolin, après avoir rangé le dernier lot, a dit avec enthousiasme, « Patron, on a fait 500 000 de bénéfices nets ce mois-ci. » En regardant les chiffres sur le registre, je me sentais très calme. 500 000, ce n'est rien par rapport à l'époque dorée de mon oncle, mais pour moi, c'est mon premier vrai capital personnel. Au milieu de la nuit, après avoir verrouillé l'entrepôt, alors que je m'apprêtais à rentrer, en passant devant l'étal de mon oncle. Je l'ai vu en train de s'agiter à l'intérieur,
essayant de réparer ce réfrigérateur numéro 3. Ses gestes étaient maladroits. Il était clair qu'il ne comprenait rien au circuit et aux pièces. Je suis resté à regarder un moment, puis j'ai fini par partir. Après que le chiffre d'affaires quotidien de mon entrepôt s'est stabilisé à 150 000, mon oncle a lancé une guerre des prix. Le lendemain matin, la nouvelle a circulé sur le marché, tous les fruits de mer de l'oncle étaient bradés avec 20% de réduction, une vente à perte. Beaucoup de particuliers ont entendu la nouvelle et ont afflué vers son étal. Xiaolin est venu me demander. « Patron, est-ce qu'on doit aussi baisser nos prix ?» J'ai secoué la tête. Je savais ce qu'il manigançait. Il voulait m'épuiser avec une guerre des prix, me forçant soit à baisser les prix à perte, soit à voir mes clients partir. Mais il a oublié une chose, mon coût de revient est inférieur au sien de 10%. Mes approvisionnements sont plus stables, et surtout, je n'ai pas besoin de rivaliser sur les prix. J'ai demandé à Xiaolin d'acheter des glacières et des camions de livraison frigorifique, je voulais améliorer mon service. Je misais sur le haut de gamme, 0 poisson mort et livraison ponctuelle. Xiaolin ne comprenait pas trop. En disant que tout le monde se battait sur les prix, et que ça ne servirait à rien. J'ai dit, à la fin d'une guerre des prix, celui qui gagne est celui qui tient le plus longtemps. Plutôt que de s'épuiser avec lui, mieux vaut changer de stratégie. Les 3 jours suivants, je n'ai pas baissé mes prix. Au contraire, j'ai tout misé sur le service. Avant chaque sortie de marchandises, je vérifiais tout personnellement. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun poisson mort, la livraison doit être précise à la demi-heure près, quand le client veut la marchandise. Je la livre. Au début, c'est vrai que quelques clients particuliers ont été attirés par les prix bas de mon oncle, mais très vite, les problèmes sont apparus. Pour baisser les prix, mon oncle a commencé à s'approvisionner dans de petits quais avec de la marchandise bon marché, de qualité inégale. Ajoutez à cela son système de réfrigération, le taux de perte était très élevé, beaucoup de clients, après réception, ont découvert qu'en apparence ils gagnaient 20%, mais en calculant les pertes réelles, ils étaient perdants. Le 5e jour, des clients ont commencé à revenir vers moi, ils disaient que le prix plus élevé importait peu. Le point crucial, c'était la qualité. Je n'ai rien dit de plus et j'ai fourni la marchandise comme d'habitude. Zhao Shanfu. Le patron Li a appelé pour dire que son ami avait fini son examen et avait décidé de me confier toutes ses commandes de fruits de mer. C'était l'une des plus grandes chaînes de restaurants de la ville, un volume d'au moins 100 000 par semaine. Le patron Li a dit, « Aïe, mon ami était aussi allé voir chez ton oncle. Mais sa marchandise n'était pas fiable, trop de poissons morts. Chez toi, bien que le prix soit un peu plus élevé. La marchandise est impeccable et livrée à temps, c'est ce qui compte le plus pour un restaurant. » J'ai rencontré l'ami du patron Li. Nous avons signé le contrat sur place, à partir de la semaine prochaine, la commande hebdomadaire de 100 000 passera entièrement par mon entrepôt frigorifique. Une fois le contrat signé, je suis revenu au marché en soirée. Devant l'étal de mon oncle s'entassaient plusieurs caisses de marchandises retournées, des clients se disputaient avec lui, son visage était devenu cramoisi. Sa voix était enrouée. Xiaolin a dit, « Ton oncle a eu beaucoup de retours ces 2 derniers jours. J'ai entendu dire qu'il a déjà dû payer plus de 100 000 en dédommagement. » Je suis resté devant mon entrepôt, observant la situation. La guerre des prix de mon oncle n'a pas duré 10 jours qu'elle a déjà commencé à s'effondrer. Sa chaîne de trésorerie était déjà tendue. Et maintenant, entre les ventes à perte et les indemnisations pour retour, il ne peut plus tenir. Plus grave encore, la marchandise bon marché qu'il avait achetée pour casser les prix a ruiné sa réputation, beaucoup d'anciens clients ont perdu confiance en lui. Et ont commencé à se tourner vers moi. Ce soir-là, le chiffre d'affaires quotidien de mon entrepôt a dépassé les 200 000. Xiaolin m'a montré le registre avec enthousiasme, prédisant un bénéfice net de plus de 800 000 ce mois-ci. En regardant les chiffres, j'étais calme. Une guerre des prix ne se gagne jamais en baissant les tarifs, mais en tenant jusqu'au bout. Mon oncle pensait pouvoir m'écraser avec ses prix bas, sans savoir que les véritables remparts sont la qualité et le service. Tard dans la nuit, les lumières de l'étal d'en face étaient encore allumées, mon oncle était assis là, seul, devant une montagne de factures et de bons de retour. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, sans doute des créanciers qui réclamaient leur dû. J'ai verrouillé la porte de l'entrepôt. Prêt à rentrer me reposer, demain, une cargaison de langoustes australiennes arrive, c'est la première commande du restaurant de l'ami du patron Li. Je ne peux commettre aucune erreur. Arrivé à la sortie du marché, j'ai jeté un dernier regard. L'étal de mon oncle semblait particulièrement désert dans l'obscurité. Cette enseigne, accrochée depuis plus de 10 ans, oscillait dans le vent en grinçant. Au marché, les gens commençaient à chuchoter dans le dos. Disant que mon oncle était allé trop loin, la guerre des prix n'a pas coulé à Haï, elle l'a entraîné dans le bourbier. D'autres disaient que si ça continuait, son étal ne tiendrait pas le mois. Je n'ai pas participé à ces commérages, je me suis contenté de faire mon travail. Le lendemain matin, la cargaison de langoustes est arrivée à l'heure, j'ai moi-même vérifié, trié et livré. Un service complet et irréprochable. Après avoir reçu la marchandise, l'ami du patron Li a immédiatement augmenté sa commande de 50%. Il avait déjà perdu cette guerre des prix. 3 jours après la fin de celle-ci, un événement majeur a secoué le marché. Le plus grand acheteur de la ville, le patron Zhang du restaurant Jingding, organisait le mariage de son fils pour 300 tables, la demande en fruits de mer était colossale. Celui qui décrocherait ce contrat pourrait asseoir sa position sur le marché. Le restaurant du patron Zhang existait depuis 20 ans. C'était toujours le choix numéro 1 pour les banquets de luxe.
Depuis des années, il prenait ses fruits de mer chez mon oncle. Ils étaient très proches. Le mariage était prévu samedi, ils ont commencé à préparer la marchandise 3 jours à l'avance. Pour ce contrat, mon oncle avait investi la quasi-totalité de son capital, important des produits de divers quais. Espérant profiter de cette occasion pour se refaire. Vendredi après-midi, une nouvelle a circulé sur le marché. Le restaurant Jingding a un problème. Xiaolin a accouru pour dire « La cargaison de fruits de mer fournie par ton oncle a un grave souci. La moitié des crabes royaux sont morts et les langoustes australiennes ne sont plus fraîches. » Le patron Zhang était furieux dans son restaurant, exigeant que mon oncle remplace la marchandise immédiatement sous peine de rompre le contrat. Je me tenais devant mon entrepôt. Voyant de loin le chaos à l'étal de mon oncle, il était en train de passer des appels pour trouver de la marchandise. Mais nous étions vendredi soir. Le banquet commençait demain midi, il était impossible de faire venir quoi que ce soit d'ailleurs. Quant à la marchandise locale, il l'avait déjà épuisée par ses achats compulsifs à prix d'or, et personne ne voulait plus rien lui vendre. À 18 h, le patron Zhang est arrivé en personne au marché. Il a une 50aine d'années et est d'habitude très aimable. Mais cette fois, son visage est livide. Il se tient devant l'étal de mon oncle et hausse le ton. Il dit qu'il lui faisait confiance après toutes ces années de collaboration, mais que lui a-t-il livré cette fois 300 tables pour un mariage. Avec des invités de marque, comment est-il censé justifier cela? Mon oncle est en âge. Il s'excuse sans arrêt, promettant de trouver une solution pour remplacer la marchandise. Il dit que si, d'ici 22 h ce soir, il ne peut pas fournir des produits conformes, leur collaboration s'arrête là. Le patron Zhang fait demi-tour pour partir, et m'aperçoit justement devant mon entrepôt frigorifique. Il hésite un instant, puis s'approche. Me demande si je suis AI. J'acquiesce, et le patron Zhang demande directement. As-tu de la marchandise en ce moment? Il me faut 50 crabes royaux, 80 langoustes australiennes. Et 100 kilos de mérous de corail. Tout doit être vivant et de première qualité. Peux-tu livrer l'hôtel avant 22 h? Je calcule rapidement dans ma tête, le stock dans mon entrepôt est insuffisant. Mais au Vieux-Port, Lao Shen vient de recevoir une cargaison aujourd'hui, et je connais bien la qualité. Transporter la marchandise du port vers la ville, puis livrer l'hôtel Jingding, le délai est très court. Mais ce n'est pas impossible. Je lui réponds que c'est faisable, mais que je dois d'abord vérifier la marchandise. Pour garantir qu'il n'y ait aucun problème de qualité. Le patron Zhang me regarde, reste silencieux quelques secondes. Puis finit par hocher la tête. Il ajoute que c'est pour le mariage de son fils et qu'aucune erreur n'est permise. J'appelle immédiatement Lao Shen pour lui demander de me réserver la cargaison arrivée aujourd'hui. Puis j'appelle Xiaolin et nous partons en camion frigorifique vers le Vieux-Port. À notre arrivée au port, il est déjà 19 h 30. Lao Shen a déjà préparé la marchandise. J'inspecte chaque bête une par une, pour m'assurer qu'elles sont toutes pleines de vie. Après vérification, nous chargeons le camion et repartons. Nous sommes de retour au marché à 21 h. Avec Xiaolin, nous trions la marchandise toute la nuit, sans négliger aucun détail. À 21 h 40. La marchandise est chargée et nous filons vers l'hôtel Jingding. Lorsque nous arrivons à l'hôtel, il est exactement 21 h 55. Le patron Zhang nous attend déjà en cuisine pour inspecter la marchandise. Les crabes royaux sont bien vivants, leurs pinces sont vigoureuses, les antennes des langoustes australiennes sont intactes. Elles sont pleines d'énergie, les mérous de corail ont une couleur rouge vif et des yeux clairs. Après l'inspection, le patron Zhang finit par afficher un sourire. Il me tape sur l'épaule et dit « Aïe, cette marchandise est impeccable, tu m'as sauvé la mise. » Je lui réponds que c'est normal. Le patron Zhang me regarde et déclare « Petit, tu m'as rendu un grand service. Je voudrais discuter avec toi d'un partenariat à long terme. » J'acquiesce. De retour au marché, il est déjà 11 h du soir. L'étal de mon oncle en face est encore éclairé. À travers la vitre, on peut le voir assis seul, devant cette cargaison. De crabes royaux et de langoustes morts. Son téléphone est sur la table, l'écran est éteint. Le patron Zhang ne doit plus répondre à ses appels. Xiaolin dit « Patron, ton oncle est fini. L'hôtel Jingding est le plus gros client de la ville, s'il perd ce client, il n'a pratiquement aucune chance de se relever. » Je ne réponds rien, je ferme juste la porte de l'entrepôt. Je dois aller aider à l'hôtel demain, pour m'assurer que le banquet se déroule sans encombre. Le samedi, jour du banquet, je suis arrivé très tôt à l'hôtel Jingding. En cuisine, tout le monde s'active. Je surveille personnellement la préparation de chaque plat de fruits de mer. Le crabe royal est cuit à la perfection, les sashimi de langoustes sont délicieux, et le mérou de corail est tendre et fondant. Le patron Zhang accueille ses invités dans la salle, se retourne de temps en temps vers la cuisine, avec un sourire constant. À midi, le banquet commence officiellement. Les convives des 300 tables ne tarissent pas d'éloges sur les fruits de mer. Plusieurs patrons demandent sur place au patron Zhang où il s'est fourni. Le patron Zhang répond en souriant que c'est un jeune homme du marché qui l'a fourni. Le repas ravit tout le monde. À 15 h, le patron Zhang m'appelle dans son bureau. Il fait servir du thé, s'assoit, allume une cigarette et dit « Aïe, cette fois c'est grâce à toi. Sinon j'aurais perdu la face. » Le patron Zhang agite la main et poursuit « Ça faisait des années que je travaillais avec ton oncle. Au début c'était bien, mais ces 2 dernières années, c'était devenu lamentable, poisson pourri, crevettes avariées. Une attitude arrogante, et quand il y avait un problème, il ne s'excusait jamais et ne trouvait que des excuses. Avec l'affaire du mariage, il a vu clair dans son jeu.
Le patron Zhang dit. Aïe, j'ai pris une décision, à l'avenir, tous les fruits de mer de l'hôtel viendront de chez toi. J'ai 2 magasins ici, avec un volume d'au moins 200 000 par semaine, pouvez-vous garantir l'approvisionnement? Je vous confirme que oui, l'approvisionnement au port sud est stable et la qualité est garantie. De plus, je dispose d'un service de livraison en chaîne du froid professionnel, voici le contrat de coopération, à exécuter à partir du mois prochain. Une fois cette affaire conclue, le chiffre d'affaires quotidien de mon entrepôt frigorifique pourra se stabiliser à plus de 300 000. Dépasser complètement le niveau record de mon oncle, je ne plaisante pas. En chemin, j'ai reçu plusieurs appels de patrons ayant assisté au banquet de mariage, me demandant si je pouvais les approvisionner. J'ai noté leurs coordonnées un par un et fixé des rendez-vous pour aller les visiter, le marché ne parle que de ça. Aïe a décroché la commande du grand hôtel Jinding, il va décoller. À 20 h, je me tenais devant l'entrepôt, regardant le stand de mon oncle en face. La lumière était encore allumée, mais c'était vide à l'intérieur, seul mon oncle était assis là. Une pile de factures était étalée devant lui, et il appuyait sans cesse sur sa calculatrice. Xiaolin s'est approché et a murmuré, « Patron. J'ai entendu dire que ton oncle est allé implorer le patron Zhang aujourd'hui, mais ce dernier ne l'a même pas laissé entrer. D'autres disent que les marchandises pour le banquet de mariage de ton oncle lui sont restées sur les bras. Une perte d'au moins 300 000. Je n'ai rien dit, j'ai juste allumé une cigarette. Mon oncle est vraiment fini cette fois, il a perdu le plus gros client, le grand hôtel Jinding. Sa chaîne de financement est complètement rompue, sans parler des pertes dues à la guerre des prix et aux intérêts des usuriers. Il ne peut plus tenir. Au marché, les gens commencent à chuchoter que le stand de l'oncle ne tiendra pas le mois. Certains disent aussi que ces vieux climatiseurs sont complètement hors service. Et qu'ils ne sont plus réparables. Le lendemain, j'ai rendu visite à ces patrons rencontrés au banquet. Ce sont des propriétaires de restaurants réputés en ville, très exigeants sur la qualité des fruits de mer. Je les ai emmenés voir la marchandise à l'entrepôt. J'ai détaillé l'approvisionnement du port sud et le service de livraison, et les patrons étaient tous très satisfaits. Ils ont signé sur place une lettre d'intention de coopération. Avec la commande du Jinding, j'ai maintenant 5 grands restaurants. En partenariat à long terme, avec un volume hebdomadaire dépassant les 400 000. Xiaolin a dit avec enthousiasme. Patron, on a vraiment réussi cette fois. Je regardais les contrats en main. Le cœur apaisé. De 120 000 à maintenant, en moins de 2 mois. Non seulement j'ai pris pied, mais j'ai aussi capté les meilleures ressources clients du marché. L'après-midi même, je suis allé au port sud pour discuter avec Lao Shen et les autres. De l'augmentation des approvisionnements. Lao Shen a dit pas de problème, ils ont 2 autres bateaux à disposition. Pour garantir la stabilité. De retour au marché, c'était déjà le crépuscule, et j'ai vu devant le stand de l'oncle un groupe de créanciers rassemblés, criant fort pour réclamer leur argent. Mon oncle était là, les cheveux en bataille, le teint pâle. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans. Xiaolin a dit, « Patron. J'ai entendu dire que ton oncle est encore allé demander un prêt à la banque aujourd'hui, mais qu'il a été refusé. Il doit plus d'1 million maintenant. Impossible à rembourser. » Je n'ai pas répondu. Je suis juste retourné à l'entrepôt pour continuer à travailler, il y a un lot à valider demain, il ne faut pas traîner. Après avoir décroché la commande du Jinding, le chiffre d'affaires quotidien de mon entrepôt s'est stabilisé à plus de 30 000. Mais je sais que quelques grands restaurants ne suffisent pas, les petits détaillants du marché sont la base, c'est seulement en les fédérant que je pourrais vraiment dominer ce marché. Cet après-midi-là, j'ai réuni une douzaine de petits détaillants, avec qui j'entretiens de bonnes relations, à l'entrepôt. Ce sont des gens que j'ai côtoyés pendant plus de 6 mois. Certains pour qui j'ai avancé des fonds, d'autres dont j'ai résolu les problèmes d'approvisionnement. Je leur ai servi du thé. Et j'ai exposé mon idée sans détour. J'ai dit que la concurrence est rude et qu'il est difficile pour les petits de survivre seuls. Je veux créer une alliance de distribution, centrée sur mon entrepôt, avec un approvisionnement, des prix et une logistique unifiée. S'entraider pour partager les profits. Les détaillants se regardaient, quelqu'un a demandé comment cela fonctionnerait. J'ai dit que c'était simple, premièrement, l'approvisionnement passe par moi, je garantis qualité et prix optimaux. La livraison se fait via mes véhicules frigorifiques pour réduire les pertes. Troisièmement, les bénéfices sont partagés. Je prends 30%, vous prenez 70%. Un détaillant nommé Wang a dit, « Aïe, ton idée est bonne. Mais pourquoi devrions-nous collaborer avec toi, et si tu profites de ton avantage, sans parler, frère Wang. Cela fait longtemps qu'on collabore, tu sais qui je suis. D'ailleurs, si je voulais vous écraser, je pourrais le faire dès maintenant. Je crée cette alliance. L'objectif est que tout le monde puisse gagner de l'argent, pas que j'en garde le monopole. » Un autre détaillant a demandé. « Aïe, que va-t-il se passer avec ton oncle? Bien qu'il soit en difficulté, il travaille sur ce marché depuis plus de 10 ans. Et il a encore des relations. Si nous coopérons avec toi, est-ce qu'il ne va pas se venger ?» J'ai répondu, il est déjà incapable de se protéger lui-même, comment pourrait-il avoir l'énergie de s'occuper de vous? De plus, en affaires, ce qui compte, c'est la force, pas les relations. Après avoir discuté un moment, les détaillants ont fini par hocher la tête. Ils ont dit, « Aïe, tu es quelqu'un de réglo, nous te faisons confiance. » Ce soir-là, j'ai signé un accord d'alliance avec 13 détaillants. À partir de la semaine prochaine, tous leurs approvisionnements passeront par moi, et la distribution sera centralisée via mes camions frigorifiques.
J'ai promis de garantir un approvisionnement stable. Les meilleurs prix et zéro perte. Xiaolin a dit avec enthousiasme. Patron, cette fois, nous avons vraiment intégré le marché. Une fois que cette alliance d'achat et de vente sera opérationnelle, je contrôlerai la majeure partie des stocks et des débouchés du marché. Les parts de marché de mon oncle seront davantage compressées et sa situation deviendra encore plus difficile. L'alliance a été officiellement lancée, j'ai fait venir une grande quantité de marchandises du quai sud. Distribuées uniformément aux membres de l'alliance, et les camions de livraison sont arrivés à l'heure prévue. Chaque lot était exempt de pertes. Après avoir reçu la marchandise, les détaillants ont levé le pouce. Disant que travailler avec AI, c'était vraiment différent. La nouvelle s'est vite répandue sur le marché, AI avait formé une alliance d'achat et de vente. Plus d'une dizaine de détaillants y avaient adhéré, et tout le monde se serrait les coudes, les affaires devenant de plus en plus prospères. En apprenant la nouvelle, le visage de mon oncle est devenu encore plus livide. Ses parts de marché étaient déjà très réduites par ma concurrence, et maintenant que j'avais fédéré les détaillants, il avait totalement perdu sa compétitivité. Quelqu'un à côté de lui a dit, maintenant que nous travaillons avec AI, les stocks sont stables et les prix sont justes. Pourquoi devrions-nous revenir vers toi? Je n'ai rien dit, me contentant de vaquer à mes occupations. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de Lao Shen, qui m'a dit que deux nouveaux bateaux étaient arrivés au quai sud et que les stocks étaient plus abondants. Il m'a demandé si je pouvais augmenter encore mes commandes. Ils avaient trop de marchandises et avaient besoin de débouchés stables. J'ai dit qu'il n'y avait aucun problème, maintenant avec l'Alliance, mes débouchés sont totalement ouverts. Je peux absorber n'importe quelle quantité. Après avoir accroché, je me suis tenu devant l'entrepôt frigorifique, regardant l'étal de mon oncle en face, qui se disputait bruyamment avec un créancier. Le créancier le pointait du doigt en criant qu'il devait rembourser l'argent emprunté et arrêter de trouver des excuses. L'oncle, le visage cramoisi, ne cessait de se justifier, demandant encore quelques jours de délai, promettant qu'il trouverait un moyen de payer. Mais le créancier n'écoutait rien et menaçait directement d'aller en justice s'il ne payait pas cette semaine. Xiaolin s'est approché. Baissant la voix, patron, il paraît que ton oncle doit maintenant plus d'1,5 million. Même en hypothéquant son étal, il ne pourra pas rembourser ses dettes. Il est vraiment dans une impasse. Je suis resté devant l'entrepôt à observer le marché, tout illuminé et animé par le va-et-vient, alors que l'étal de mon oncle, en face, semblait particulièrement désert. Xiaolin a ajouté, patron. Tout le monde dit sur le marché que tu es le vrai patron ici, l'époque de ton oncle est révolue. Je n'ai pas répondu et j'ai simplement verrouillé la porte de l'entrepôt. Demain, un autre lot de crabes royaux doit arriver, les membres de l'Alliance ont déjà réservé pour une valeur de 500 000. Ce marché m'appartient désormais. L'Alliance fonctionne depuis 2 semaines et tout se passe bien. Mon chiffre d'affaires quotidien dépasse les 400 000 et ma part de marché atteint déjà 60%. Cet après-midi-là, alors que je faisais l'inventaire dans l'entrepôt, Lao Shen m'a soudain appelé, sur un ton pressant. Il a dit que le service météorologique avait émis une alerte au typhon. Un super typhon qui touchera terre dans 3 jours, obligeant tous les bateaux en mer à rentrer au port. Cela signifie qu'au moins pendant une semaine, il n'y aura aucun approvisionnement en produits frais sur le marché. J'ai compris immédiatement et j'ai demandé à Lao Shen si on pouvait encore expédier. Lao Shen a dit que c'était le dernier jour, qu'à partir de demain tous les navires rentreraient au port. Il avait encore un lot. Et m'a demandé si je le voulais. J'ai dit que je prenais tout et que j'arrivais. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Xiaolin et nous sommes partis en camion frigorifique vers le quai sud. Sur la route, tout en conduisant, je faisais mes calculs, durant le typhon, les stocks vont manquer et les prix des produits de la mer vont certainement exploser. Si je parviens à stocker des marchandises à l'avance, non seulement je garantis l'approvisionnement des membres de l'Alliance, mais je stabilise aussi le marché. Il est déjà en fin d'après-midi quand j'arrive au quai sud, Monsieur Shen et son équipe sont en plein déchargement et le quai déborde de marchandises. Je prends la décision sur le champ de tout acheter et je transfère les 300 000 de paiement sur place. Monsieur Shen me dit. Aïe, ce typhon arrive avec une violence inouïe, tu dois te préparer. J'estime qu'on sera bloqué au moins une semaine, le marché va certainement manquer de stock. Je hoche la tête et je réponds que je sais ce que je fais. Nous transportons la marchandise au marché durant la nuit, il est déjà 23 heures passées. Avec Xiaolin, nous commençons le tri, l'emballage et la mise en chambre froide. Je vérifie tout particulièrement l'alimentation de secours de la chambre froide pour garantir qu'il n'y aura pas de coupure pendant le typhon. Le lendemain matin, les nouvelles du typhon se propagent dans le marché, les propriétaires des stands se précipitent pour stocker, mais la plupart des bateaux sont déjà rentrés au port. Et il est devenu impossible de s'approvisionner. Xiaolin me dit, patron. Tout le monde se bat pour avoir de la marchandise sur le marché et les prix ont déjà grimpé de 30%. Je réponds, pas de précipitation. Garantissons d'abord l'approvisionnement des membres de l'Alliance, nous aviserons pour le surplus. Je réunis les membres de l'Alliance pour une réunion. Je leur dis, le typhon arrive, le marché sera en rupture de stock pendant au moins une semaine, j'ai fait des stocks suffisants de mon côté. Pour garantir que personne ne soit affecté et que les prix ne bougent pas. Plusieurs petits commerçants poussent un soupir de soulagement en m'écoutant. Ils disent, aïe, tu avais vraiment vu juste. Sinon nous aurions tous dû fermer boutique cette fois-ci.
Après la réunion, d'autres propriétaires de stands du marché commencent à venir me trouver, voulant acheter de la marchandise à prix d'or. Je refuse systématiquement, en expliquant que la priorité est donnée aux membres de l'Alliance. Dans l'après-midi, j'apprends une nouvelle, mon oncle est aussi en train de faire des stocks. Xiaolin me dit, ton oncle a contracté des prêts usuraires pour acheter une énorme quantité de marchandises à prix fort sur plusieurs petits quais, il paraît qu'il veut faire fortune pendant le typhon. Et remonter la pente. Mon cœur se serre, mon oncle est dans une impasse. C'est un coup de poker désespéré. Mais ces vieux groupes frigorifiques ne pourront jamais supporter un tel volume. Au moindre pépin, les pertes seront catastrophiques. Le soir même, je vais exprès jeter un œil au stand de mon oncle, il est en train de diriger les ouvriers qui rentrent les marchandises dans la chambre froide, un sourire rare aux lèvres. Ces groupes frigorifiques tournent à pleine puissance, émettant un grondement strident. Je reste debout en face, observant ces vieilles machines, avec un mauvais pressentiment. Xiaolin s'approche et dit à voix basse, « Patron, ton oncle a stocké au moins pour 500 000 de marchandises, est-ce que ces vieilles machines vont tenir le coup ?» Je secoue la tête sans dire un mot. Ce soir-là, je vérifie une nouvelle fois tout l'équipement dans la chambre froide, les groupes frigorifiques fonctionnent normalement et la température est stable à -5 degrés. L'alimentation de secours est testée et prête à être activée à tout moment. J'ai même préparé quelques petits générateurs. Au cas où, à minuit, je me tiens devant l'entrée de la chambre froide. Je regarde le ciel, les nuages noirs s'amoncellent et le vent souffle de plus en plus fort. La station météo annonce que le typhon touchera terre après-demain à l'aube, avec des vents atteignant le niveau 14. Le stand de mon oncle en face est toujours éclairé, à travers la vitre, on peut le voir assis seul. Face à ses marchandises, un sourire d'espoir sur le visage. Il pense que ce typhon est son opportunité de se refaire, sans savoir que cela pourrait être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Le lendemain, le typhon se rapproche, le ciel est sombre. Les vents atteignent déjà le niveau 8, beaucoup de stands sur le marché commencent à fermer plus tôt. Pour se préparer au typhon, je demande à Xiaolin de vérifier à nouveau tout l'équipement pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque. Les membres de l'Alliance sont aussi prêts, attendant de reprendre leurs activités après le passage du typhon. À 16 h. Je reçois un appel de Monsieur Chen, il me dit que le typhon est plus puissant que prévu et me demande d'être très prudent. Chez eux, tous les bateaux ont été rentrés au port pour être consolidés et les quais ont été évacués. Je réponds, ne t'inquiète pas. Je suis bien préparé de mon côté. Je raccroche et je reste debout devant la chambre froide. Regardant le ciel qui s'assombrit, le vent qui forcit et les premières gouttes de pluie qui tombent. Dans le stand de mon oncle en face, il s'active toujours, mais je remarque que l'écran de son troisième groupe frigorifique commence à clignoter et que l'affichage de la température devient instable. J'ai le cœur qui se serre, je connais trop bien cette machine, ce sont les signes précurseurs d'une panne. Le typhon touche terre, des vents violents et des pluies torrentielles balaient la ville instantanément, les panneaux publicitaires sont emportés. Les arbres sont brisés net, le marché est plongé dans le noir, seules les lumières de secours de quelques stands scintillent encore. Avec Xiaolin, nous montons la garde dans la chambre froide, les yeux rivés sur le fonctionnement des équipements. Le groupe frigorifique fonctionne normalement, la température est stable et l'alimentation de secours est prête à tout moment. Xiaolin regarde par la fenêtre et dit soudain, « Patron, il semble qu'il y ait un problème chez votre oncle. » Je m'approche et regarde vers l'autre côté à travers le rideau de pluie. Le stand de mon oncle est plongé dans le noir, tous les groupes frigorifiques sont à l'arrêt, et il s'agite à l'intérieur avec une lampe torche. Il cherche manifestement une alimentation de secours, mais il n'avait rien préparé du tout, dit Xiaolin. Patron, s'il reste sans électricité, toute sa marchandise de qualité sera perdue. Je ne réponds rien et continue de surveiller mon propre équipement. Le typhon a duré 6 heures entières. Le vent et la pluie finissent par s'atténuer, le ciel commence à s'éclaircir, je sors de la chambre froide. Le marché est en plein chaos, le sol est jonché de fruits de mer morts. L'odeur de putréfaction se fait sentir de très loin. Xiaolin dit, patron. C'est fini pour votre oncle, 6 heures de coupure de courant, tous les groupes frigorifiques sont hors service. Pour 500 000 de marchandises, tout est mort. Je m'approche pour jeter un coup d'œil, les crabes royaux, les homards australiens, les mérous, tout est devenu un tas de chair en décomposition. Mon oncle est assis là, le regard vide, comme si son âme avait été aspirée. Il m'aperçoit, une émotion complexe traverse son regard, mais il finit par ne rien dire. Il baisse simplement la tête. Je fais demi-tour sans le regarder davantage. De retour à la chambre froide, je commence l'inventaire, 0 perte pendant le typhon. Tous les fruits de mer sont vivants. J'informe immédiatement les membres de l'Alliance que nous pouvons reprendre les livraisons. À 10 heures du matin, le marché commence à rouvrir, mais la plupart des stands ont subi de lourdes pertes à cause de la coupure de courant et n'ont rien à vendre. Dans tout le marché, seule ma chambre froide fonctionne normalement. Bientôt, je suis le seul à avoir de la marchandise. Les acheteurs des grands restaurants m'appellent les uns après les autres pour me demander si je peux les livrer. Je réponds par l'affirmative, mais au prix du marché actuel. Après le typhon, les fruits de mer sont rares. Les prix ont augmenté. Les membres de l'Alliance sont servis en priorité aux anciens tarifs. Les autres clients paient le prix du marché. Ce jour-là, ma chambre froide est prise d'assaut. Les restaurateurs,
Les particuliers et même les patrons d'autres stands viennent s'approvisionner chez moi. Je sers les clients par ordre d'arrivée, en veillant à ce que chacun puisse avoir ce qu'il cherche, sans jamais spéculer sur la pénurie. Xiaolin dit avec enthousiasme, « Patron, le chiffre d'affaires d'aujourd'hui a dépassé le million. » Je ne dis rien. Ce n'est pas ce que je recherchais, mais c'est la loi du marché. Ceux qui sont préparés survivent, ceux qui ne le sont pas sont éliminés. À 3 heures de l'après-midi, plusieurs créanciers arrivent au stand de mon oncle. En voyant ce tas de fruits de mer morts, ils ont le visage livide. L'un d'eux pointe mon oncle du doigt et dit d'une voix forte, « Vieux lit. Comment vas-tu nous rembourser l'argent emprunté? Combien valent ces ordures ?» Mon oncle se tient là, la tête basse, implorant qu'on lui donne encore un peu de temps, promettant qu'il trouvera un moyen de rembourser. Les créanciers n'écoutent rien et déclarent que s'ils ne remboursent pas sous 3 jours, ils le poursuivront en justice. Et feront saisir son stand. Mon oncle, les forces complètement épuisées, s'appuie contre le mur. Incapable de dire un mot. Xiaolin me dit, « Patron. Votre oncle a tout perdu avec ses 500 000 de marchandises et il doit encore plus d'1 million, il ne pourra jamais s'en relever. » Je reste à l'entrée de ma chambre froide, observant la scène, sans ressentir la moindre émotion. Le soir même, le typhon est totalement passé, le ciel est dégagé. Je me tiens à l'entrée du marché, contemplant les étoiles. Ce typhon a complètement changé la structure du marché. Dans le stand d'en face, la lumière est encore allumée. Il est assis là, seul, face à son tas de fruits de mer pourris, immobile. Ces groupes frigorifiques sont définitivement hors d'usage, les écrans sont tous noirs, irréparables. Les gens commencent à murmurer au marché que mon oncle a fait faillite pour de bon. Avant le typhon, il avait tout misé. Emprunté à des usuriers pour stocker la marchandise, et tout a été balayé en une nuit. Maintenant, il ne peut plus se relever. Écroule sous les dettes. Le lendemain, Lao Shen m'appelle. Il me dit qu'après le typhon, les bateaux ont commencé à reprendre la mer et que de nouvelles marchandises arriveront au port dans 3 jours. Il me demande de combien j'ai besoin. Je lui dis d'en préparer 2 fois plus que d'habitude, avec la pénurie actuelle. La demande est très forte. Après avoir raccroché, je reste à l'entrée de la chambre froide. En observant le marché, après le passage du typhon, de nombreux étals nettoient leurs dégâts. Certains ont même fermé boutique, alors que pour mon entrepôt frigorifique, les affaires marchent mieux qu'avant. Cet après-midi-là, j'étais dans l'entrepôt en train d'inventorier les marchandises fraîchement arrivées. Xiaolin s'est approché et a dit, « Patron, ton oncle est à la porte. Il dit vouloir te voir. » J'ai levé les yeux et, à travers la vitre, j'ai vu mon oncle. Debout devant la porte, il avait les cheveux en bataille et le dos voûté. Il avait l'air épuisé et dévasté. En me voyant, ses lèvres ont tremblé. Il lui a fallu un moment pour articuler, « Aïe !» J'ai allumé une cigarette. Sans dire un mot, j'ai attendu qu'il parle. Mon oncle est resté silencieux un long moment. Finalement, il a dit, « Aïe, j'ai une faveur à te demander. Peux-tu me prêter un peu d'argent ?» Je l'ai regardé sans répondre. Mon oncle a poursuivi, « La nuit du typhon, toute ma cargaison a été détruite. Maintenant, les créanciers viennent chaque jour, ils menacent de m'attaquer en justice, je suis vraiment dans une impasse. Peux-tu m'aider, au nom de notre lien de parenté ?» J'ai secoué la cendre de ma cigarette et j'ai dit calmement, « Oncle. Combien dois-tu ?» Mon oncle a baissé la tête, intérêt compris. 1,6 million. J'ai répondu, 1,6 million, ce n'est pas une petite somme. Mon oncle a levé la tête, les yeux un peu rougis, et a dit, « Aïe, ton oncle sait qu'il a eu tort avec toi, cette histoire des 120 000. J'ai été stupide, mais maintenant tes affaires prospèrent, 1,6 million ne représente rien pour toi. Prête-les-moi, je te rembourserai, promis. » Je l'ai regardé. Et j'ai dit, « Oncle, avec quoi comptes-tu rembourser ?» Mon oncle a hésité et a dit, « Il me reste 7 étals. Même s'il ne vaut plus grand-chose, l'emplacement est toujours là, quand je me serai rétabli. Je te rembourserai le capital et les intérêts. » J'ai souri et j'ai dit, « Oncle, penses-tu vraiment pouvoir te rétablir ?» Mon oncle est resté bouche bée. Son visage est devenu rouge, et j'ai continué, avant le typhon. La météo avait émis une alerte, tout le monde savait qu'il fallait préparer des générateurs de secours. Tu ne l'as pas fait et tu as tout misé sur un emprunt à taux usuraires pour stocker, c'est ton propre choix. Maintenant que c'est le désastre, tu viens me demander de l'argent, au nom de quoi? Mon oncle a dit, « Aïe, nous sommes de la famille. » J'ai dit, « Oncle, au moment de partager les profits. Tu ne m'as pas traité comme un membre de la famille. 365 jours par an, j'ai travaillé comme un forcené pour toi. Tu m'as donné 120 000 en disant que je n'étais qu'un employé. Maintenant que tu as des ennuis. Tu te souviens soudain que nous sommes de la famille. » Mon oncle est resté sans voix, planté là. Il semblait vidé de toute énergie, j'ai écrasé ma cigarette et j'ai dit, « Oncle, je peux t'aider, mais pas en te prêtant de l'argent. » Les yeux de mon oncle se sont illuminés, « Aïe. Dis-moi, tant que cela permet de sauver ton oncle, je suis prêt à tout. » J'ai dit, « Cède-moi ton étal, je t'offre 1,6 million. Je t'aide à rembourser toutes tes dettes. » Mon oncle est resté figé, muet. Je lui ai expliqué que son étal n'était plus qu'une coquille vide, les systèmes de réfrigération étant tous hors service. Sa clientèle a disparu, même s'il ne me le vend pas, les créanciers finiront par le faire saisir par le tribunal. Plutôt que de subir une saisie, autant me le vendre, cela suffira au moins à éponger ses dettes. Et il n'aura pas à aller en prison. Le visage de mon oncle est devenu livide, ses lèvres tremblaient en disant, « Aïe,
cet étal, c'est 15 ans de ma vie et de sueur. J'ai répondu que la sueur ne payait pas les dettes. Il n'a que deux options, soit me céder l'étal, rembourser ses dettes et recommencer à zéro, soit attendre d'être poursuivi en justice. La saisie de son étal et la prison. À lui de choisir. Mon oncle est resté là, stupéfait, me fixant avec des yeux remplis de colère. Il y avait de l'amertume, mais cela s'est finalement transformé en impuissance. Il a dit « Aïe, peux-tu ajouter un peu plus d'argent ?» J'ai secoué la tête pour indiquer que 1,6 million était le prix du marché. Vu l'état actuel de son stand, ce prix est déjà très correct. Mon oncle est resté silencieux un long moment. Puis il a baissé la tête et a dit « Je vais y réfléchir ». J'ai répondu « Oncle, les créanciers t'ont donné un délai de 3 jours. C'est déjà le 2e jour, tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. » Mon oncle n'a rien dit de plus. Il a fait demi-tour et est parti. Sa silhouette était voûtée, il marchait très lentement. Comme s'il avait vieilli de 10 ans d'un seul coup. Le soir même, j'ai appris la nouvelle. Les créanciers étaient retournés au stand de mon oncle, cette fois avec plusieurs hommes, et avaient directement sorti les marchandises. Annonçant que si la dette n'était pas remboursée demain, il saisirait le tribunal. Mon oncle se tenait devant son stand, regardant ces gens emporter ses affaires, incapable de prononcer un mot. Le lendemain matin, mon oncle est revenu. Cette fois, il tenait un document à la main, le titre de propriété du stand. Il est resté silencieux devant moi un long moment, avant de me tendre le document en disant « Aïe, j'accepte ». J'ai pris le document, j'y ai jeté un coup d'œil et j'ai dit « Oncle, allons au bureau du notaire cet après-midi pour finaliser les démarches ». Mon oncle a hoché la tête et a fait demi-tour pour partir. Arrivé à la porte, il s'est soudain arrêté. S'est retourné pour me regarder et a dit « Aïe, tu as gagné ». Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardé s'en aller. J'ai terminé les formalités l'après-midi même et j'ai immédiatement commencé les travaux, fusionnant les anciens et les nouveaux stands pour agrandir la chambre froide. Je me tenais devant la chambre froide, regardant le stand d'en face qui allait bientôt m'appartenir. L'enseigne, accrochée là depuis plus de 10 ans, était toujours là, mais elle serait bientôt remplacée par EJ Seafood. Le lendemain de la signature de l'accord de transfert, j'ai commencé la transformation du stand. J'ai engagé une équipe de rénovation professionnelle. J'ai abattu le mur de séparation entre l'ancien stand de mon oncle et ma chambre froide, doublant ainsi l'espace en un instant. J'ai commandé 6 nouveaux groupes frigorifiques importés, équipés des systèmes de contrôle de température les plus modernes et de générateurs de secours, et j'ai porté la flotte de livraison sous chaîne du froid à 5 véhicules, permettant de servir davantage de clients simultanément. Pendant les travaux, les rumeurs allaient bon train sur le marché. Certains disaient que ce petit Aïe était impitoyable, qu'il n'épargnait même pas son propre oncle, d'autres disaient que si l'oncle avait été plus gentil avec Aïe autrefois, il n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Je n'ai pas prêté attention à ces commérages. Je me suis simplement concentré sur l'avancement des travaux. Une semaine plus tard, le nouveau stand était terminé. Un immense espace de 1000 mètres carrés, 6 nouvelles unités de réfrigération alignées, des véhicules de livraison garés devant la porte. L'enseigne, EJ Wholesale Seafood, brillait sous le soleil. Le jour de l'ouverture. Je n'ai organisé aucune cérémonie, j'ai simplement informé les membres de l'Alliance et quelques gros clients, mais la nouvelle s'est propagée. Presque tout le monde sur le marché est venu voir. Monsieur Zan est venu avec quelques propriétaires de restaurants pour féliciter, il a regardé l'envergure, a levé le pouce et a dit « Aïe, en quelques mois seulement. Tu as réussi à consolider le marché de cette manière, c'est remarquable. » Les membres de l'Alliance étaient aussi présents. 13 petits détaillants se tenaient devant le nouveau stand, le sourire aux lèvres. Ils disaient qu'en travaillant avec moi, ils avaient gagné plus en 2 mois qu'en une année entière auparavant. J'ai dit « Travaillons tous ensemble, l'avenir sera meilleur. » Le jour de l'ouverture, le chiffre d'affaires quotidien a dépassé 1,5 million, les commandes s'enchaînant du matin au soir. 5 véhicules de livraison faisaient des allers-retours incessants, tous les clients ont reçu leurs marchandises à temps. Xiaolin, enthousiaste, m'a montré le livre de compte. 10 ans, patron, à ce rythme, notre bénéfice net pour ce mois pourrait dépasser 3 millions. J'ai hoché la tête. 3 millions, c'était ce que mon oncle et moi avions réalisé sur toute l'année dernière. Le bénéfice net, maintenant nous pouvions le faire en un mois, j'étais très satisfait. Je me tenais à l'entrée du stand, observant tout le marché. L'emplacement de l'ancien stand de mon oncle était désormais le mien. Le soir même, j'ai réuni les membres de l'Alliance et quelques employés clés. Pour une réunion, j'ai dit, à partir du mois prochain, je prends 20%. Et vous en prenez 80%. Les détaillants sont restés bouche bée, l'un d'eux, nommé Wang, a dit. Patron, comment est-ce possible? Vous fournissez les marchandises, la livraison, et vous assumez les risques. 20% c'est trop peu. J'ai répondu, frère Wang. Mon envergure a augmenté, les volumes ont grimpé, 20% c'est déjà beaucoup. Il faut que vous gagniez plus pour avoir la motivation de continuer à travailler avec moi. Les yeux des détaillants étaient embués de larmes. Ils ont dit, travailler avec toi, ça en vaut la peine. Une fois la réunion terminée, je suis resté devant le stand, le marché était brillamment éclairé, les gens allaient et venaient. Une scène pleine d'activité. Xiaolin m'a dit que mon oncle était venu au marché aujourd'hui. Il est resté longtemps devant la porte, à regarder notre nouveau stand, avant de partir sans dire un mot. Mon oncle a utilisé ce 1,6 million pour rembourser toutes ses dettes, mais dans ce marché,
Sa réputation forgée en plus de 10 ans a totalement disparu, il n'est plus qu'un homme ordinaire. Il n'est plus ce patron de stand plein d'assurance. Au milieu de la nuit. Après avoir verrouillé mon stand et m'être préparé à rentrer, en passant devant l'entrée du marché. J'ai vu une silhouette familière, c'était mon oncle. Il se tenait là, observant les lumières vives à l'intérieur, fixant l'enseigne. Vente en gros de fruits de mer Égie, le regard empli de complexité. Je me suis approché. Et je me suis tenu à ses côtés sans dire un mot. Mon oncle m'a jeté un regard. A gardé le silence pendant un long moment, puis a fini par dire « Aïe. Travaille bien ». Cela dit, il s'est retourné et est parti. Il n'avait plus rien de l'assurance de l'ancien patron. En moins de 3 mois. Passant de 120 000 à maintenant, j'ai réussi une revanche totale. Le plus grand stand du marché, les sources d'approvisionnement les plus stables, les meilleurs clients. Tout est entre mes mains. Ce marché est maintenant le mien. La fin de l'année approche. Cette année, depuis mon départ avec 120 000 en poche. Jusqu'à la mainmise sur tout le marché, tout semble être une autre vie. Ce soir-là, j'ai réuni tous les employés et les membres de l'Alliance, et nous avons dressé une douzaine de tables dans le nouveau stand. Xiaolin, Lao Shen, Lao Wang, Lao Zhao, ainsi que 13 détaillants indépendants, tous ceux qui m'ont suivi. Et se sont battus à mes côtés étaient présents. Je me suis levé, j'ai levé mon verre et j'ai dit « Merci à tous pour votre soutien cette année. Aujourd'hui, c'est le jour des primes de fin d'année, et je tiens mes promesses. » Xiaolin a été la première à recevoir sa part, je lui ai remis une enveloppe rouge contenant 200 000. Au début, elle avait un salaire de 12 000 par mois, et je lui avais promis une prime de fin d'année si elle travaillait bien. Ces 200 000, elle les mérite. Les 13 détaillants ont également reçu leur part. Selon l'accord, le partage des bénéfices était de 80/20. Ils prenaient la plus grosse part, et chacun a reçu des centaines de milliers, certains même plus d'1 million. Xiaolin et les détaillants étaient trop émus pour parler. Auparavant, en travaillant pour les autres, ils travaillaient dur toute l'année pour gagner à peine plus de 100 000 en quelques mois avec AI. Ils ont gagné plus qu'en plusieurs années auparavant. J'ai dit, ceux qui me suivent. Je ne vous laisserai pas tomber. Continuez à travailler dur l'année prochaine, ce sera encore mieux. Lao Shen et les autres capitaines de navires étaient aussi venus, je leur avais préparé un cadeau généreux. Pour les remercier de leur soutien tout au long de l'année. Lao Shen m'a tapé sur l'épaule, aïe. Tu es un garçon intègre et loyal, nous ne nous sommes pas trompés sur toi. Après quelques verres. L'ambiance est devenue très chaleureuse, certains détaillants ont commencé à évoquer ces derniers mois. Disant qu'au début, personne au marché ne croyait en moi, pensant qu'en tant que jeune, je ne pourrais jamais battre mon oncle, et pourtant, en quelques mois seulement. La situation s'est totalement inversée. Le banquet s'est terminé tard dans la nuit. Je me tenais devant le stand, Xiaolin s'est approché et m'a montré le livre de compte. Indiquant que depuis l'ouverture, le chiffre d'affaires total s'élevait à 23 millions, pour un bénéfice net de 8,5 millions. J'ai pris le livre et j'ai feuilleté les chiffres. L'année dernière, en travaillant pour mon oncle. Le chiffre d'affaires total était de 5 millions, le bénéfice net de 2,85 millions, et j'en avais reçu 120 000. Cette année, en travaillant à mon compte pendant moins de 3 mois, le bénéfice net est 3 fois supérieur à celui de l'année dernière. Cette année, j'ai compris beaucoup de choses, les règles ne valent que si vous les tenez entre vos mains. Le capital était le sien. Les relations étaient les siennes, c'est pour ça que c'était lui qui décidait. Maintenant, le stand est à moi. L'approvisionnement est à moi, les clients sont à moi, c'est moi qui décide. Mais je ne serai pas comme mon oncle, qui ne pensait qu'à lui, m'exploitait. Et a fini par perdre tout le monde. Ce que je dois faire, c'est m'assurer que ceux qui me suivent puissent gagner de l'argent, c'est la seule façon d'aller loin. Xiaolin m'a dit que mon oncle travaillait maintenant dans un petit restaurant, en cuisine. Passer du statut de patron de stand à celui d'employé, un tel écart n'est pas donné à tout le monde, mais c'est son propre choix. Vu comment il m'a traité. Il récolte ce qu'il a semé. Minuit passé, je verrouille la porte du stand. Les 12 coups de minuit approchent, des pétards éclatent dans le marché. Je me tiens sous l'enseigne de Égie Seafood Wholesale, je contemple ce stand de 1000 mètres carrés, ces 6 nouveaux réfrigérateurs. Ces 5 camions frigorifiques garés devant. De 120 000 à 8,5 millions. D'un simple employé exploité au plus grand fournisseur du marché, il m'a fallu moins de 3 mois. Cette année, j'ai appris la leçon la plus importante, les règles ne garantissent une véritable assurance que lorsqu'elles sont entre vos mains. Xiaolin s'approche et dit, patron. Bonne année. Je souris et réponds. Bonne année. Dans le ciel lointain, les feux d'artifice commencent à fleurir, des lumières multicolores illuminent tout le marché. Debout devant le stand, je contemple cette scène, le cœur en paix. L'année prochaine, je viserai plus grand. Je ne veux pas seulement dominer ce marché, je veux étendre mes affaires aux villes voisines. Voire plus loin encore. Mais pour l'instant, je veux juste rentrer à la maison. Partager le dîner du réveillon avec ma mère. Je sors mon téléphone et lui envoie un message. Maman, je rentre demain. La réponse arrive rapidement, d'accord, maman t'attend. Je range mon téléphone, ferme le stand à clé, et quitte le marché en voiture. Dans le rétroviseur, l'enseigne de Égie Seafood Wholesale.